Salut tout le monde et bienvenue, qu'est-ce que tu fais toi, dans ce Zest numéro 7 du dimanche 13 octobre 2024. Épisode particulièrement compliqué à tourner puisque je vis dans un très vieil immeuble qui a 60 ans et le hasard a fait que 3 appartements de ma cage d'escalier se sont vendus en même temps et que tout le monde a décidé de faire des travaux en même temps. Et je parle pas de juste changer la tapisserie, je parle de démolir des cloisons, de jouer de la perceuse, faire des trous dans les murs du matin jusqu'au soir, le week-end, etc. Pour enregistrer, c'est très compliqué. Mais j'ai pu avoir 20 minutes de calme pour enregistrer ce Zest, et là je suis très content. Salut tout le monde, c'est Noix de Citron, et dans cet épisode on va donc parler de pas mal de petites choses, pas autant que ce que j'aurais aimé, mais sinon chaque Zest ferait 40 minutes. On va quand même parler de Tesla, on va beaucoup parler de jeux vidéo, exceptionnellement dans cet épisode-là. On va parler un petit peu vers la fin d'Intel et de nouvelles cartes mères qui arrivent, etc. Mais sans plus attendre, générique. Commençons ce Zest avec l'Australie et les panneaux solaires, parce qu'il y a un problème dont je n'avais ni connaissance ni conscience, je savais pas que c'était possible, mais il faut savoir qu'en Australie, il y a à peu près un foyer sur 3 qui est équipé en photovoltaïque. Le problème, c'est que du coup, il y a une surproduction d'électricité et ça met le bazar partout. Alors quand je dis que ça met le bazar partout, c'est justement la raison qui fait que je n'étais pas au courant en fait de ces problèmes que pouvait causer le photovoltaïque. En gros, ils expliquent que par exemple dans l'état de Victoria, il y avait une demande qui est conçue, enfin du moins il y a plutôt une demande qui est conçue pour produire entre 1865 et 10 000 mégawatts, avec une moyenne habituelle de 5000 mégawatts. Sauf que il y a un samedi dernier, il faisait beau, il y avait du soleil, et du coup on est descendu à une moyenne de 5000 à 1352 mégawatts, ce qui est largement inférieur à la demande entre guillemets minimale que peut produire le système électrique de base. Ce qui fait que derrière, comme il y a beaucoup d'énergie qui est réinjectée dans le réseau, ça met un gros bazar dans toute l'infrastructure électrique de l'État, et ça pèse fort du coup sur le réseau électrique de l'Australie, et je ne savais pas que c'était possible. Donc j'ai envie de dire GG à vous pour avoir quasiment une maison sur 3 en photovoltaïque. Bon, c'est vrai que quand on voit l'Allemagne qui a essayé, sauf que le climat en Allemagne, c'est pas l'Australie. Même en France, là je suis sur la région nantaise, c'est pas terrible. Là on est quoi? On est en octobre, ça doit faire un mois qu'il pleut. Je ne vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les jours, c'est pas terrible. Donc c'est pas ici qu'effectivement on va avoir un foyer sur 3 en photovoltaïque. Mais voilà, c'était pour l'anecdote, je vous invite à creuser le sujet si ça vous intéresse, parce que ça serait beaucoup trop complexe et long pour vous le résumer dans un simple Zest, mais sachez qu'en tout cas trop d'électricité verte, ça peut mettre le bazar dans une infrastructure d'un pays. Ensuite, Tesla. Alors, moi je suis pas du tout fanboy de Tesla. J'ai certes une vidéo sur ma chaîne qui est entièrement dédiée à Tesla, puisque j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir avoir un Model 3 à moi pendant quasiment un an, que j'ai dû revendre pour diverses raisons, mais qui n'était pas du tout lié à la voiture. C'est vraiment la meilleure voiture que j'ai jamais eue. Donc j'avais mis une vidéo en ligne d'une vingtaine de minutes où je montrais un peu toutes les modifs que j'avais faites sur ma Tesla. Mais il faut savoir qu'au mois de juin 2024 était censé avoir lieu une conférence Tesla avec pas mal de présentations sur notamment le fameux robotaxi qui était teasé depuis pas mal de temps. Le truc, c'est que la conférence a été reportée à octobre, et octobre, c'était justement le 11 octobre de cette année, où pendant 30 minutes, Elon Musk du coup a présenté ses innovations. Alors, il y en a plusieurs. On va avoir effectivement le robotaxi. Alors, on aime ou on n'aime pas, les goûts et les couleurs, voilà. Je suis un peu sceptique, notamment, alors, ce petit robotaxi, je le trouve plutôt, il a un look de modèle Y, je le trouve extrêmement futuriste. Vraiment, on pourrait le voir dans des films genre iRobot, etc., ça irait très bien. Il a des portes, je crois, non, c'est pas forcément des portes papillons, c'est un autre nom, mais c'est des portes qui s'ouvrent d'une manière un peu particulière, assez étonnante, mais qui sont conçues pour faciliter la montée et la sortie du véhicule. Donc c'est un véhicule qui n'a pas de volant, qui n'a pas de pédale, c'est très particulier, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner en vrai. Là on voit bien le système d'ouverture des portes, donc vous voyez c'est pas vraiment le papillon, ça s'ouvre pas par le toit, mais par les côtés. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il y a un petit air de modèle Y à l'intérieur, c'est un 2 places, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait de place à l'arrière, et quoique non, là effectivement c'est bien écrit noir sur blanc. Ce robot taxi n'a que 2 places avec un coffre qui a l'air quand même plutôt conséquent, pas mal à la limite si c'est conçu pour faire des navettes par exemple quand t'as un hypercentre et un aéroport dans certaines grandes villes américaines. Bon, pour mettre des valises et tout, c'est vrai que ça peut être pas mal. Il a un petit air de modèle Y que je trouve joli, juste les roues, bon, je trouve ça un peu étonnant, mais bon, en tout cas je vous invite à creuser le sujet si le robotaxi vous intéresse. À côté de ça, on a eu, alors je vais descendre un tout petit peu parce qu'on est encore dans le robotaxi, qui a vraiment en revanche des visuels très très beaux. La Tesla a fait fort, ils ont vraiment mis des trucs très cool. Le RoboVan, alors, c'est là que je suis un peu plus sceptique. Comment ce véhicule peut fonctionner? Alors pareil, pas de pédale, pas de volant, rien du tout, c'est des trucs autonomes qui se basent sur le Tesla Vision, donc il n'y a pas de lidar, il y a très peu de capteurs, enfin c'est très particulier.
Je pense que ce genre de véhicule, comme je le disais, sera conçu pour être utilisé que dans certains quartiers, certaines villes ou certains trajets. Je parlais d'une navette entre un hypercentre et un aéroport ou avec des gares, ce genre de choses, parce que je vois mal ce genre de véhicule fonctionner partout. Parce que quand on regarde le design qu'il possède, ça m'a l'air extrêmement rigide. Si jamais il y a des dodanes, si jamais il doit prendre des routes un petit peu cabossées ou des choses comme ça, je pense que ça va plutôt fonctionner sur des routes et des circuits connus et entretenus d'une certaine façon. En revanche, l'intérieur, je le trouve incroyable. On dirait une gaming room, en vrai, avec tous les néons et tout. Enfin, vraiment, je trouve ça très cool. Et d'ailleurs, on voit au fond un écran avec toutes les stations. Donc, je trouve ça sympa à voir dans les faits ce que ça va donner, parce que de mémoire, ils annonçaient une production, je crois, 2026-2027. Donc là, vraiment, on est sur de la présentation, on est quand même fin 2024, et ça a le temps de changer. Mais je trouve que le concept est intéressant, et pour des robots navettes, ou même des véhicules, alors je sais, parce que j'ai vu que ça existait, des entreprises aux États-Unis, des grandes entreprises qui mettaient, donc je dis aux États-Unis, mais peut-être que ça existe en France aussi, mais des entreprises qui mettent à disposition des navettes pour leurs employés. Donc peut-être que des entreprises comme Google, Facebook, etc. vont acheter ce genre de véhicules pour faire des navettes sur certains trajets pour les employés. Pourquoi pas ? À la limite, je trouve ça très joli, donc en plus il y a les petits visuels avec Halloween et tout, c'est vraiment, je trouve les visuels de Tesla hyper cool. Et enfin, on va avoir le robot Optimus. Alors Optimus c'est un peu plus particulier, il devrait coûter 20 à 30 000 $ à peu près par unité. Il a été mis en scène avec pas mal de choses où il y avait le robot, donc pareil je vous inviterai à regarder des vidéos où on voit les robots s'activer, on les voit travailler, on les voit interagir avec les gens. Mais comme pour le robot taxi, le robot van, vraiment regardez des vidéos si vous êtes curieux, parce que encore une fois c'est pas dans un simple zeste que je vais pouvoir détailler tout ça. C'est pas mal, je suis très curieux, donc encore une fois entre 20 000 et 30 000 $ par unité, c'est anormalement bas comme prix, vraiment pour des trucs aussi élevés en termes de technologie. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pareil, on va pas l'avoir tout de suite, hein, ça sera que dans quelques années, mais je suis curieux de voir dans quel milieu et de quelle façon ce genre de robot un peu humanoïde va être utilisé, comment ils vont être entretenus, et du moins comment les gens vont prendre soin d'eux, est-ce qu'il y aura des problèmes de civisme, genre des gens qui vont les dégrader, est-ce qu'on pourra avoir par exemple des robots dans des halls de très grands hôtels, genre des hôtels 5 étoiles, des choses comme ça, comment ça va être accueilli par le public. À voir, mais encore une fois, voilà, c'est des projets, c'est des technologies qui sont développées, c'est le futur qui est en train d'être conçu, créé. C'est pas parce que c'est présenté aujourd'hui qu'on va l'avoir tel quel demain dans nos foyers. Il faut vraiment voir large, il faut voir genre dans 10 ans. Rappelez-vous les écrans OLED. Moi je me rappelle parce que j'étais au lycée à l'époque où les premiers écrans OLED commençaient à arriver. Et, enfin du moins les premiers produits technologiques qui possédaient de l'OLED, et c'était vraiment le tout début de la génération. Je voyais des articles de presse qui en parlaient, plein de gens qui râlaient en disant de toute façon ça arrivera que dans X temps, c'est inutile, ça sera beaucoup trop cher, ça apportera rien de plus, etc. Et aujourd'hui, quasiment tous les smartphones haut de gamme ont des écrans OLED, les écrans gaming les plus haut de gamme c'est des écrans OLED, les télés, toutes les plus grosses télés, à moins celles qui ont du mini LED genre 4K, 8K, etc. c'est des écrans OLED, bref l'OLED est aujourd'hui partout. Donc si ça se trouve dans 10 ans, dans 15 ans, ce genre de robot on en trouvera partout aussi, à voir. Ensuite, on va quitter le matériel temporairement, on y reviendra pour la fin du zeste, et on va parler d'un petit peu de Halo, franchise que vous devez connaître très certainement. À titre perso, j'y ai jamais joué, ou très peu. J'étais plutôt team PlayStation en fait quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu de Xbox, donc j'ai très peu joué au jeu Halo, sauf quand j'allais chez un pote, etc. Mais en gros, le studio 343, qui est en charge de la licence Halo, change de nom et devient Halo Studio, et en profite également pour quitter leur moteur maison pour passer à l'Unreal Engine 5. Alors ça a été annoncé il y a peu, et vraiment, ça a un avantage énorme. J'ai une vidéo que je vais vous mettre en arrière-plan, vous allez voir quelques images dans quelques instants. Le fait de quitter ce moteur maison qui a plus de 20 ans, qui était patché sur patché, amélioré sur amélioré, pour passer à un moteur beaucoup plus récent, moderne et performant, ça va permettre plus de facilité et de souplesse déjà pour recruter des équipes de développement, et ça sera beaucoup plus simple pour poursuivre le développement des licences, enfin des jeux futurs, j'allais dire des licences, mais non, pour produire le développement des futurs jeux Halo, puisque c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus... Regardez-moi ça, oh là là, qu'est-ce que ça claque. Mais en même temps, le Unreal Engine 5, il a déjà largement fait ses preuves, il y a des nouvelles technologies qui ont été présentées récemment pour la lumière qui sont absolument incroyables, il y a d'ailleurs leur nom, alors attendez, je vais vous retrouver les titres qui sont là, les nanites et lumens, où j'ai vu des extraits où vraiment dans des couloirs il y avait des effets de lumière, c'était hallucinant. Et du coup c'est pour moi une excellente solution, ils ont eu tout à fait raison de changer le moteur de jeu, de plus en plus de titres commencent à passer sur ce moteur-là, ça sera beaucoup plus simple pour optimiser les jeux dans l'avenir, ça sera beaucoup plus simple pour les optimiser aussi sur des consoles ou sur des PC, vraiment ça pour moi n'a que du bon, même si au début effectivement ça sera un peu, je vais pas dire mitigé, mais il faudra aussi le temps que les équipes actuelles de développement qui ont bossé pendant des années et des décennies sur un moteur se réadaptent
à un nouveau moteur, donc je pense pas que le premier opus Halo avec ce moteur-là soit transcendant, même s'il sera forcément très bon. Je pense que ça sera un peu le tour de chauffe des équipes de développement, et que le deuxième jeu Halo avec ce moteur-là sera absolument incroyable. Continuons sur le jeu vidéo, attention, Dragon Ball Sparking Zero. Incroyable. Alors, je m'attendais bien à un jeu qui allait battre des records et qui allait être une dinguerie. Alors, à titre perso, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas les moyens de l'acheter en ce moment, il est un peu cher pour mon petit budget. En revanche, je voyais la hype qui montait de fou, et faut savoir que le jeu, et ça c'est absolument incroyable, il avait déjà dépassé, alors qu'on était encore dans la période d'accès anticipé, ce qui fait que tous les joueurs n'y avaient pas accès. Mais on était déjà à des pics de plus de 70 000 joueurs, et enfin j'allais dire aujourd'hui, mais le 11 octobre, au jour de la sortie du jeu, il y a eu un pic à 122 554 joueurs. C'est historique, ça a fait largement mieux que des jeux comme Tekken 8 en 2024, qui avait des pics à 50 000 joueurs, ou Street Fighter 6 l'année dernière, avec 70 000 joueurs en simultané. Donc vraiment, on est sur quasiment le double de joueurs de Street Fighter, quasiment le triple de joueurs, entre le double et le triple de joueurs de Tekken, et pourtant Street Fighter et Tekken c'est quand même de très grosses licences, et c'est absolument énorme. À titre de comparaison, Dragon Ball Fighter Z, qui était pourtant très apprécié, qui a un style vraiment cool, qui est sorti en 2018, c'était 44 000 le record de joueurs. Et là on est à 122 431, c'est absolument considérable. Et justement je parlais d'Unreal Engine 5 il y a peu avec Halo, mais Dragon Ball Sparking Zero, c'est pareil, il utilise ce même moteur. Et ça se voit, ça se ressent dans les vidéos, c'est ce que vous avez d'ailleurs à l'écran. Les images sont absolument incroyables, le jeu est très apprécié, et j'ai vu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de posts Twitter qui en parlent et qui en parlent en bien, même si la difficulté est parfois pointée du doigt, même si les combats en ligne, on commence à voir un peu une méta qui se dessine avec du Super Saiyan 4, etc. Mais en tout cas les joueurs sont vraiment unanimes, le jeu est une dinguerie. En parlant de jeu, je vais vous parler brièvement d'Apex Legends. Alors, pas de tout, parce qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers temps, genre un nerf du Mozambique par exemple, il y a eu la vidéo de présentation de l'event d'Halloween de 2024, je vais pas forcément détailler tout ça. En revanche, je voulais juste attirer votre attention sur un changement de réglementation qui a eu lieu en Corée récemment, et qui a du coup obligé Respawn et d'autres à divulguer de manière plus détaillée tout ce qui peut être un petit peu loot, obtention aléatoire, je vais pas dire les lootbox, mais ce système de lootbox dans les jeux vidéo en général. Alors on savait, parce que ça avait déjà été donné comme info, que pour avoir de l'héritage, pour avoir vraiment ces fragments, le taux de drop était inférieur à 1%. On n'en savait pas plus, ça pouvait être 0,99 comme 0,12, on ne savait pas, c'était inférieur à 1%. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros c'est des fragments, quand vous ouvrez un pack de combat, eh bien il devient rouge. Et là vous avez 3 fois 50 points, ce qui vous permet d'acheter soit un heirloom, soit un skin prestige pour votre légende préférée. C'est très dur à avoir, parce que même si c'est inférieur à 1%, on s'en doute, voilà, il faut ouvrir beaucoup de packs ou alors avoir beaucoup de chance. Il y a toujours ces, je vais pas dire ces légendes urbaines parce que ça existe, mais il y a toujours ces créateurs de contenu, ou des gens sur Twitch, ou même des inconnus, dès le 10e pack, ils ont leur héritage. Je crois que j'ai eu le mien au bout de 230 ou 250 packs, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, au bout de 500 packs, Respawn garantissait que vous aviez droit à votre fragment héritage aussi. 500 packs, c'est long, surtout si vous n'en achetez jamais. C'est vraiment très très long. Maintenant, on sait qu'en tout cas, le taux de pourcentage est de 0,045%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est ce qui fait un petit peu râler, surtout qu'en fait le problème de Respawn, c'est que avec le temps, ils ont rajouté énormément de petits éléments cosmétiques. Alors, je vais pas dire inutile, mais on s'en passerait. Genre des trucs un peu holographiques, des petites charms pour mettre sur les armes, etc. Il y a de plus en plus de légendes, je sais plus combien il y en a, une vingtaine, 20, 25 légendes, je ne sais plus exactement, j'ai pas le tableau sous les yeux, mais avec plus d'une vingtaine de légendes, ça fait tout autant de skins qui apparaissent. La plupart des skins, on va pas se mentir, sur Apex, ils sont pas terribles, c'est des recolors, même pour les armes, c'est vraiment là je suis déçu. Autant il y a des jeux comme Fortnite, ou des licences, même Call of Duty, enfin, il y a vraiment des jeux avec des skins de zinzin, et Apex, c'est vraiment pas terrible. Ce qui fait que des fois, vous avez genre 15 skins pour un personnage, et la seule chose qui va changer sur ces 15 skins, c'est la couleur. Alors oui, ils mettent bien en avant que vous êtes protégé sur les doublons, sur ce genre de choses, et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent pas détailler davantage le taux de drop exact pour chaque personne, puisque ça va varier. Si vous êtes un compte niveau 8 qui n'a ouvert que 5 packs de combat, ou un compte niveau 840 qui a ouvert 400 packs de combat, vous allez forcément débloquer beaucoup plus de choses, et donc vous allez aussi avoir des taux de drop qui seront différents, parce que comme vous avez une protection pour les doublons, ça va limiter aussi la quantité d'objets qui vous restent à débloquer. Mais voilà, il y a un article que je vous mets dans la description, que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ensuite, il y a un truc que je trouve extrêmement sympa, alors j'ai vu ça sur Twitter, sur le compte de jeuxvideo.com, c'est une news qui disait « La nouvelle modération du chat vocal de Call of Duty semble faire ses preuves. Elle a été lancée en juin et elle a permis 67% de récidivistes en moins
sur Modern Warfare 3 et Warzone, et 43% de toxicité en moins depuis janvier. Alors, c'est des chiffres qui sont assez conséquents. Je ne joue pas à Call of, même à Warzone, je n'y joue pas. J'ai jamais trop kiffé le gameplay, etc. J'étais plutôt Team Battlefield à l'époque. Mais il faut savoir que du coup, et ça je l'ai un peu découvert avec cet article-là, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place dans la licence Call of Duty pour pallier au problème de toxicité qu'on avait surtout en vocal. Et en ça, je trouve ça excellent, puisque la plupart des jeux vont avoir voilà, de la modération sur du texte, sauf que les gens sont pas que stupides, ils ont bien compris que c'était beaucoup plus safe, entre guillemets, d'insulter des gens en vocal pendant un quart d'heure plutôt que d'écrire des insultes où ils pouvaient certains de se faire strike. C'est un gros problème, j'y reviens, mais j'ai 2000 heures de jeu sur Apex, donc je prends Apex en exemple. Apex, je suis désolé, c'est nul à chier. La modération, elle est catastrophique. Il y a des gars en chat, en texte, qui t'insultent, qui vont te pousser à te donner la mort, qui vont faire des trucs de zinzin, tu reportes, pas de sanction. Et le pire, c'est que quand je tombe sur ces joueurs-là, c'est toujours quand je joue avec mon pote, avec un mate, ce qui fait qu'on est toujours deux à report ce même mec-là, pour les mêmes messages dans le chat, c'est très rare qu'il y ait des sanctions. Et quand il y a des sanctions, je doute que ce soit un ban de compte, c'est peut-être une suspension temporaire de quelques heures, un jour, 2 jours, je n'en sais rien, parce qu'on n'a jamais le détail. Mais c'est catastrophique et c'est ultra vexant de voir dans sa boîte mail « Merci d'avoir contribué un peu à la sécurité d'Apex, toutefois, voilà, on n'a pris aucune sanction sur votre dernier signalement. » Le problème, c'est qu'ils te disent pas pour quel signalement en question. Donc si tu as signalé 10 mecs la semaine dernière, bah tu sais pas qui a une sanction, qui n'en a pas eu. Et donc, du coup, les mecs se lâchent en vocal. Et vraiment, tous les jours, on a des gars ultra toxiques. Toujours un peu, je vais pas dire c'est classique, octane russes qui sont imbuvables, des mecs qui vont jouer Pathfinder et qui vont se croire ultra chaud en faisant des 1v6 et en mourant tout seul et en t'insultant parce que t'es pas venu l'aider. Oui mec, t'as un grappin, tu vas plus vite que nous, on peut pas grimper au sommet d'un immeuble aussi vite que toi. Oui, c'est évident. Mais voilà, il y a plein de joueurs qui sont toxiques en ligne et pas que sur Apex. Hein. Mais du coup, Call of Duty avait mis en place quelques petites choses et justement, ça va être mis en place et de manière plus élaborée pour Black Ops 6 et c'est justement le but de cette news. Parce que Black Ops 6 sortira le vendredi 25 octobre 2024, sauf problème de dernière minute, et justement, là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont rajouter des langues supplémentaires. Si on prend en compte ce qui a été dit, Black Ops 6 utilisera un système de modération vocale alimenté par l'IA de Modern Warfare 3. La prise en charge de la modération sera disponible pour les langues françaises et allemandes au lancement, avec en plus la modération qui existe déjà pour l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et en plus de ça, la modération pour le chat texte sera en temps réel dans 20 langues différentes, avec une analyse en plus des noms d'utilisateurs qui sera déployée pour aider à la lutter contre la toxicité des joueurs. Alors, comme je vous disais, je ne suis pas joueur de Call of et je me renseigne pas trop sur ces jeux-là, donc je ne sais pas s'il y a eu des faux positifs ou si ça déclenchait des problèmes ou autre. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez des retours sur le sujet, parce que je me posais la question avec un pote, si demain, par exemple, tu joues avec ton pote et que tu l'engueules, mais avec bienveillance, genre en amitié, ça fait 15 ans que c'est ton pote, il est pas venu t'aider, il a fait de la merde, tu l'engueules, tu l'insultes, mais en toute amitié, il n'y a pas de report, il n'y a rien. Comment l'IA va isoler, entre guillemets, ne serait-ce que l'ironie, la blague ou le harcèlement? Je sais pas comment ça se passe en fait. Est-ce que à un moment donné, il y a un humain qui vient prendre le relais, qui vient donner la sanction? Est-ce que l'IA elle fait juste que épingler des noms dans une base de données et ensuite c'est des humains qui repassent par-dessus? Je sais pas. Donc si vous avez des infos, je la veux bien en l'espace commentaire, quitte à mettre un post épinglé derrière pour que d'autres joueurs le voient. Mais en tout cas voilà, sachez que la modération de Black Ops 6 sera vraiment très bonne et encore plus poussée du coup que sur Modern Warfare 3. On arrive sur la fin de ce zest avec cette fois la dernière news. Est-ce que vous avez déjà joué à Red Dead Redemption? Alors vous allez très certainement me dire que oui, parce que vous avez dû tester Red Dead Redemption 2 qui est sorti il y a quelques années, mais avez-vous testé le premier du nom? Eh bien moi non, en tout cas. Et justement, c'est une bonne occasion de vous dire qu'il va sortir, 15 ans après sa sortie, sur PC, dans une version améliorée, qui supportera la 4K, mais surtout, et moi c'est ce qui m'intéresse, non seulement il supporte la 4K, mais en plus de ça, il va supporter différentes technologies ou formats, comme le HDR, les formats 21 neuvième et 32 neuvième, qui sont propres et chers au PC, mais aussi des technologies très récentes, comme le DLSS 3.7 de Nvidia ou l'AMD FSR 3.0. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça arrive des fois que des éditeurs fassent des portages de jeux, mais en 16 neuvième, comme les consoles. Sauf que les écrans PC, ça fait des lustres, enfin je dis des lustres, j'exagère un petit peu, mais allez, on va dire que ça fait 5 bonnes années faciles que le format 21 neuvième se démocratise de plus en plus. Ça fait 3-4 ans que vraiment j'en vois beaucoup sur le marché, beaucoup dans les setups de mes abonnés. Les 32 neuvième, c'est par exemple ce qu'on a avec le Samsung G9, c'est des écrans qui sont incroyables, qui font 49 pouces en règle générale, qu'on achète pour avoir de l'immersion, et c'est vrai que des jeux comme les Red Dead, qui sont immersifs, qui sont très beaux, je trouve ça très cool de les rendre compatibles avec le format 32 neuvième.
encore plus avec la gestion des différentes technologies, comme je vous disais, le DLSS et le FSR, justement pour gagner en performance si on a une carte graphique un petit peu juste, ou si justement on joue en 32 neuvième. J'ai plus la résolution en tête, mais je crois que 32 neuvième, ça équivaut à du 5120 par 1440. Enfin, c'est considérable, largement plus que le 2560 par 1440 qu'on voit sur un PC habituel. Donc en tout cas, voilà, si vous avez envie de vous mettre à Red Dead ou à vous replonger dans cet univers si vous l'adorez, c'est beaucoup trop lent pour moi, donc j'ai eu du mal à accrocher à Red Dead Redemption 2, même si je salue la qualité incroyable de l'univers et du jeu et du travail qui a été fait derrière, mais sachez que la version première du nom arrive sur PC. Enfin, et là je vais passer un peu vite sur ces deux news là, pareil vous les avez dans les sources, mais l'arrivée prochaine des nouveaux processeurs d'Intel arrive aussi avec son lot de cartes mères, puisque justement Intel, et je vais y revenir dans quelques instants, arrive avec un nouveau socket, et justement qui dit nouveau socket, dit aussi nouveau chipset, nouvelle carte mère pour mettre ça. C'est-à-dire que quand un nouveau processeur sort, en fait vous enlevez pas simplement votre ancien pour mettre le nouveau, ça marche dans certains cas, mais dans d'autres cas, quand il y a un changement de génération, il peut arriver que du coup il faut complètement changer sa carte mère. C'est toujours un peu pénible parce que ça vous fait changer une carte mère qui fonctionne très bien, qui vous aviez peut-être prise il y a 2 ans, qui était très haut de gamme, qui vous avait coûté 500 ou 600 €. Elle marche parfaitement encore une fois, mais vous êtes obligé de la changer pour changer votre processeur. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand derrière il y a des gens qui vont taper sur des marques qui ont des systèmes ou des écosystèmes un peu plus fermés. En fait, quand on creuse un peu le monde du PC, c'est vraiment exactement la même chose. Moi par exemple, j'ai un processeur AM4 avec une carte mère compatible AM4. Si aujourd'hui je veux changer mon processeur AMD et que je veux prendre cette nouvelle génération, non seulement je suis obligé de changer ma carte mère, mais je suis en plus obligé de changer ma RAM, ce qui me fait changer 3 composants au lieu d'un, et donc racheter 3 composants et ressortir un sacré billet. Donc pour accompagner ce lancement de processeur Intel, il y a plein, mais quand je vous dis plein, je vais dézoomer un petit peu, il y a plein de références, en moyenne 10, 15, 20 cartes mères différentes par constructeur. Certaines sont absolument incroyables, d'autres un peu plus cheap, un peu plus basiques, mais aussi à des prix, voilà. Mais voilà, c'était pour vous en parler, pour vous montrer un petit peu. Ah, celle-là, elle est absolument incroyable. La Z890 Pro A, vraiment de chez AceRock, je la trouve très très belle. C'est pas celle que je préfère, il y a celle-ci, la Live Mixer Wi-Fi, qui est vraiment cool, surtout avec les petits éclairages qu'il a là. Mais ROG aussi en a fait des absolument incroyables. Donc on a celle-ci et on a également Asus. Waouh, je vais dézoomer un peu, celle-ci est très grosse. On a celle-ci, titre, haha, lol, la Pro Art qui est vraiment incroyable. La Z890M plus Wi-Fi CSM. En général, les cartes mères ou les composants, les produits ProArt, je les trouve incroyables. Les GPU, ils sont ouf. Et ça, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, un peu plus blanc-gris, bon, plus basique, voilà. On a du noir, on a encore du blanc-noir, etc. Bref, on a des choses un peu plus classiques. Celle-ci, à la limite, est pas mal. Avec la petite mention Space, là, j'ai l'impression que tu as quoi, 1, 2, 3, peut-être 4 emplacements pour des SSD NVMe. Mais j'aime bien à la limite le look de celle-ci. Là, regardez-moi ça. Ça, je pense que c'est un petit écran qui est animé. Je ne suis pas sûr, attention, je vais apprendre avec des pincettes, mais je la trouve très très belle. Celle-ci aussi, blanche avec les petites rayures qui sont là, très très cool. Ça vaut pas la NZXT que j'ai présentée dans un Zest la semaine dernière, mais là il y a quand même quelques petites pépites. Celle-ci est sympa aussi, voilà, en blanc, voilà, il y a un petit peu de tout, donc je vous invite à regarder si vous êtes curieux, parce qu'il y a vraiment, allez, je pense peut-être une 60aine de nouvelles cartes mères au total qui sont arrivées sur le marché, donc prenez le temps de regarder tout ça. Et enfin, la dernière news de ce Zest, c'est forcément ces nouveaux processeurs Intel avec ce socket 1851. Alors, cet article, je ne sais pas s'il a été rédigé de manière officielle ou pas, mais en tout cas, parce que là, il n'y a pas de source d'indiquer. Après, Cocoteland est un site sérieux. En revanche, j'espère qu'il se trompe. J'espère vraiment qu'il se trompe, parce que cet article donne les tarifs qu'on devrait avoir sur les nouveaux processeurs Intel, et aïe 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 aïe, ça va faire mal, entre 379 et 729 € pour les Core Ultra, ça pique. Je vais faire un énorme gros plan là, regardez-moi ça. Franchement, ça me fait mal. Surtout quand on voit que Intel a vraiment perdu en performance vis-à-vis d'AMD avec les processeurs X3D ces dernières années. Là, on est sur des processeurs qui sont très chers, et attention, admettons là, vous voulez prendre un Core Ultra 7 par exemple, qui est équivalent à un i7, vous êtes déjà à quasiment 500 €, je vous le rappelle avec la news précédente, vous devez changer votre carte mère. Et la carte mère, elle va pas vous coûter 200 €. On va plutôt être sur des cartes mères à 300, 400, 500, 800 €. Ça fait mal le changement de processeur. Donc c'est peut-être aussi un peu se tirer une balle dans le pied de changer de socket comme ça. Il y a des raisons techniques,
Je ne vais pas les détailler dans le zest parce qu'encore une fois c'est très long. Il y a des raisons techniques qui poussent les constructeurs justement à changer de socket de temps en temps, mais ça fait toujours très très mal pour le consommateur derrière. Attends, il y a le chat par terre. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Je nuancerai également quelques petits points à propos des nouveaux processeurs Intel, qui en soi, je vous le disais, ça fait mal de payer une nouvelle génération un peu chère, mais surtout de racheter une carte mère un peu chère elle aussi, alors que ce qu'on avait avant fonctionnait très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Intel a déjà communiqué en fait sur, je dirais pas des benchmarks, mais sur des chiffres, et il n'y a pas tant d'écart que ça en termes de puissance. C'est surtout la consommation à puissance équivalente ou à performance équivalente qui a été réduite. Ça, c'est plutôt bien. En revanche, si ce qui vous intéresse quand vous changez de composant, c'est de gagner en performance, et que vous avez déjà la dernière génération actuelle, j'entends, il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer votre CPU Intel aujourd'hui. Et en dehors de ça, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et qui participent au financement de la chaîne, du Discord Nitro, le nom de domaine sur mon site internet, etc. Donc vraiment, merci à vous. Allez hop, salut tout le monde.